Borderlands est une série qui a grandement marqué le paysage jeu vidéo ludique. Pendant que des licences comme Battlefield ou Call of Duty se faisaient la guerre pour avoir le FPS le plus avancé graphiquement et donner l'impression aux joueurs d'être dans un blockbuster hollywoodien, Borderlands a choisi une voie complètement différente. Pas de champs de bataille remplis de trous d'obus, pas de soldats qui courent pour leur vie et pas de héros mornes, endurcis par la guerre et ses horreurs. Dans Borderlands, la guerre se fait en couleur et avec humour. L'ambiance dramatique est remplacée par un western futuriste et les bandits déjantés hurlent des absurdités en vous attaquant, car ici, rien n'est pris au sérieux. C'est sur ce simple pitch que j'ai découvert la licence, et si l'idée encore aujourd'hui est plutôt alléchante, la série n'a plus rien à voir avec ce qu'elle a pu être. Et ces changements se sentent jusque dans le marketing du jeu qui n'a jamais été aussi important. Avant le lancement, Gearbox a fait venir des créateurs de contenu spécialisés pour leur faire essayer le jeu en direct depuis leurs locaux. Puis au lancement, ils ont été jusqu'à louer une publicité sur la sphère de Las Vegas, dont le coût s'élèverait à environ 450 000 $ pour une journée et jusqu'à 650 000 $ pour une semaine entière. La volonté était claire, attirer un nouveau public et faire renaître la série avant qu'elle ne finisse de disparaître. Maintenant qu'on a établi un contexte du présent, il est important qu'on fasse un point sur le passé. On va donc revenir jusqu'en 2009. Est-ce que vous saviez qu'initialement Borderlands ne devait pas ressembler à ce qu'on connaît aujourd'hui ? À l'origine, la direction artistique était bien plus générique et proche d'un Halo ou d'un Mass Effect. D'ailleurs, voici à quoi ressemblait le jeu dans le trailer de l'E3 2009. C'est d'autant plus choquant que cette présentation tenue en mars n'a absolument rien à voir avec le résultat final. Seulement 7 mois plus tard, en octobre de la même année, le jeu avait changé de visage de façon spectaculaire. Brian Martell, directeur créatif en chef de l'époque, commentera ce sujet à la GDC 2010. Nous ne voulions pas être considéré comme un rage du pauvre. Ce qui inspirera le plus ce revirement de direction, c'est le court-métrage Code Hunter de Ben Ibon. Publié en 2006 pour MTV, il est d'une ressemblance indéniable avec le résultat final de Borderlands. Pour l'illustrer, voici 2 planches de comparaison proposées par Forbes lors de son enquête en 2013. Bien sûr, on ne soulève pas un exact plagiat, d'autant que si la comparaison est frappante, la ressemblance s'arrête à l'esthétique. C'est, dira-t-on, une très grosse inspiration. Dans tous les cas, le premier épisode est sans doute aussi le plus sérieux de la série. L'humour n'y est pas tout à fait un point central, et il s'y fait plus sec et plus discret. Par contre, c'est encore à ce jour l'épisode qui rayonne le plus par son ambiance. Si une fois sorti de ses mécaniques de RPG, c'est un jeu de tir très banal, son atmosphère est encore à ce jour impressionnante. La musique sonne parfaitement bien avec les décors sales et poussiéreux de Pandore. Toutes les bases du lore sont aussi bien placées, bien qu'avec du recul, c'était déjà un récit très classique et entendu. Le starter pack des gentils qui tirent sur les méchants, et bonne journée. Mais il y avait déjà tout ce qu'il fallait pour lancer une bonne suite, et c'est d'ailleurs ce qui va se passer. Le deuxième jeu est encore à ce jour considéré plutôt uniformément par les fans comme le meilleur de la série. Il est tout ce qu'on peut demander à une suite. Il garde beaucoup de son matériau d'origine, tout en se renouvelant dans beaucoup d'aspects et en offrant une énorme richesse de contenu. La plupart des personnages importants du premier épisode reviennent, et surtout les précédents héros jouables deviennent des personnages clés de la narration. Ce qui change énormément par contre, c'est l'ambiance. Si le premier était plus sérieux, ce second épisode propose une formule beaucoup plus légère et colorée. Même si l'histoire reprend là où le premier s'était arrêté, c'est fait avec beaucoup plus d'humour. Pour autant, cela ne vient pas gâcher l'histoire. L'écriture est bien mieux maîtrisée, et ce qui rend ce jeu si intéressant, c'est que les blagues ne sont pas forcées. Elles viennent naturellement dans les moments qui auraient été vides autrement. Les moments impactants et sérieux ont de la place pour exister. Et à chaque fois que quelque chose de fort se passe, un moment de calme se fait ressentir dans l'humour, pour permettre aux joueurs de s'impliquer émotionnellement. C'est cet équilibre qui rend Borderlands 2 si bon dans son contenu initial. Et cette maîtrise ne se fera d'ailleurs pas sentir que dans la tenue de l'histoire, car le jeu recevra un support long terme très important. En effet, il est accompagné par pas moins de 4 DLC majeurs, chacun ajoutant une campagne intéressante au jeu, et l'un de ces 4 DLC donnera même forme bien plus tard à un spin-off complet, car Tiny Tina's Assault on the Dragon Keep sera ensuite prolongé sous la forme du jeu Tiny Tina's Wonderlands. Et bien sûr, comment ne pas mentionner que c'est également ce même Borderlands qui recevra 7 ans plus tard un contenu additionnel supplémentaire de plutôt bonne qualité pour combler le gap d'histoire avant le 3. Ça aurait d'ailleurs été l'occasion parfaite de parler directement de ce 3e épisode, mais ça serait oublier trop vite de parler d'un jeu que beaucoup répudient et que personnellement, personnellement, j'aime beaucoup.
Ce pré-sequel, comme son nom l'indique, est un épisode qui prend place chronologiquement avant le 2. Son rôle est de raconter comment le Bojack est devenu l'antagoniste qu'on a affronté. Vous voyez donc ce jeu comme un grand complément d'histoire qui développe les relations entre les différents personnages de la série. Malheureusement, malgré ses qualités, il reste très mal aimé. Et ce n'est pas sans raison. Son premier problème, c'est sa ressemblance très forte au précédent épisode. Cette fois-ci, il n'y a pas de gros revirement de direction. C'est les mêmes jeux, et tout le monde s'accorde à dire que ça aurait juste pu être un gros DLC. Pour ne rien y arranger, le contenu additionnel est assez peu fourni. Cette fois-ci, on n'aura qu'un seul gros pack d'histoire additionnelle, ce qui aura donné très peu d'intérêt à rejouer avec les deux personnages qui sont sortis plus tard. Et cela ne passera pas. Si aujourd'hui les notes sont plutôt positives, les fans grincent encore des dents à la mention de ce bout de la série. On arrive maintenant au 3. C'est sans aucun doute la première grosse fracture dans la confiance des joueurs, et certainement pas la dernière. C'est maintenant que Gearbox prend un virage qui a démoli la réputation des Borderlands auprès de beaucoup de ses fans. Annoncé en grande pompe comme un changement radical dans la série, cet épisode sera un fiasco d'écriture. Si le 2 avait un équilibre très fonctionnel entre l'humour et la narration sérieuse, le 3 de son côté perd complètement les pédales. Subitement, le jeu vous balance à la figure des blagues à chaque fois qu'un personnage a l'opportunité d'ouvrir la bouche. Même quand un personnage important meurt, pas de révolte, pas de sérieux, une blague. Et ça repart. Ça ne sera pas du tout aidé par le fait que les frères Calypso, antagonistes de cet épisode, sont profondément détestables et mal écrits. Leur seul trait notable de personnalité, c'est d'être le plus énervant possible à chaque apparition. Et pour beaucoup de jeux, à moi y compris, ça donne plus envie de couper le son que de vraiment leur mettre une balle. Quant aux anciens personnages, ils perdent beaucoup de leur relief et sont souvent peu ou mal utilisés dans l'histoire. De leur côté, les nouveaux sont très pauvres. Même si tout n'est pas acheté, c'est systématiquement en demi-teinte. Et c'est un point terrible qui vient gâcher un gameplay qui avait pourtant tout pour séduire. Presque tout le monde qui a joué au 3 s'accorde à dire qu'à sa sortie, c'était le meilleur Borderlands pour tout ce qui est des sensations de jeu et du sound design. Même si je ne l'ai pas encore mentionné, le système de rareté dans le jeu a toujours occupé une place importante dans la série. Le plus gros de la rejouabilité d'un Borderlands jusque-là, c'était de tester et de monter les personnages, mais aussi d'obtenir des armes rares et puissantes. Seulement, dans ce troisième épisode, le mot légendaire n'a plus aucune valeur. Ces armes censées être uniques et convoitées tombent sans arrêt, au point qu'il n'est pas rare d'en avoir plusieurs en quelques minutes sur des ennemis basiques. C'est un point qui fera beaucoup parler et qui cache beaucoup l'expérience endgame des joueurs. Il est néanmoins important de souligner que tout n'était pas encore perdu, car l'histoire des DLC a pu montrer que l'écriture n'était pas totalement aux fraises. On y retrouve des récits plus riches et intéressants, ce qui laisse en suspens un questionnement sur la façon dont a été écrit le jeu de base. De son côté, il n'y a pas grand chose à dire de Tiny Tina Wonderlands. Le jeu souffre globalement des mêmes problèmes que le 3, avec éventuellement une histoire un poil mieux écrite. Mais malheureusement, il n'aura aucun réel support futur, et bien que vendus à plein prix, ces DLC n'ajouteront presque aucun contenu. Si on récapitule ce qu'on a pu dire depuis le début de la vidéo, en arrivant à ce quatrième et dernier épisode, la série a déjà connu une ascension fulgurante avant de visiblement s'effondrer petit à petit. Pour autant, les fans n'ont pas renoncé et beaucoup se sont attachés au gameplay du 3, tandis que d'autres restent très fidèles au second. Tout ce qu'il fallait pour récupérer la base des fans, c'était de faire un Borderlands plus proche du 2 en récupérant le gameplay du 3. Et c'est là que Borderlands 4 arrive. Il promet un butin plus rare, des changements de qualité de vie et surtout un retour au sérieux avec une histoire plus centrale au récit. On va se garder l'histoire pour plus tard et commencer par le gameplay. Honnêtement, on sent que Gearbox a trouvé sa formule. Tout ce qui était bon dans le 3 est là et avec encore plus d'options de mouvement. Le double son et la propulsion donnent beaucoup plus de mobilité en combat, ce qui rend les affrontements plus engageants. De plus, ils ont su utiliser les nouvelles mécaniques dans les combats de boss, ce qui joue grandement en leur faveur dans leur rejouabilité. On ne fait pas que leur tirer dessus, ils ont des phases avec des patterns qu'on peut apprendre et esquiver. Ce n'est bien entendu pas un Dark Souls, mais ces ajouts rendent les combats bien plus amusants que par le passé, en réduisant l'ennui de tirer sur des éponges à balles increvables. Dans l'optique de donner plus de versatilité aux objets, le slot de grenade devient un slot d'armes secondaires. Il accueille maintenant les armes lourdes comme les lance-roquettes ou les batteuses, et ces objets ont un temps de recharge
plutôt que des munitions limitées à racheter. S'ajoute aussi à ça des kits de soins équipés qui dynamisent le combat en prolongeant le temps qu'on peut passer en vie. Les armes sont beaucoup plus variées grâce au maintien et à l'amélioration des modes de tir secondaires repris du 3. Tout ça donne dans l'ensemble des combats vraiment dynamiques, avec beaucoup de possibilités d'approche différentes. Et on peut autant optimiser ses dégâts que sa survivabilité pour choisir notre façon de jouer. Dans cette même optique, les arbres de compétences de chaque personnage ont été grandement étoffés. Et si c'est intéressant au premier abord, je trouve qu'au final c'est peut-être un peu trop. J'ai passé les premières semaines de la sortie à tester les arbres de compétences et leur quantité n'est pas un gage de qualité. Beaucoup sont sympathiques pendant la progression, mais une fois dans le endgame, les ennemis poussent systématiquement à choisir les plus gros dégâts. Le mode chasseur ultime augmente tellement la vitalité de chaque adversaire que choisir un mode moins puissant n'a plus rien d'amusant. Du coup, la plupart de ces arbres deviennent presque inutiles, parce qu'ils sont cool sur le papier, mais injouables dans les faits. La variété énorme ne contribue pas non plus à l'identité de chaque personnage. Ils ont tous leur façon d'aborder un même aspect du jeu, mais ils n'ont plus de place définie. Le jeu n'a jamais été autant construit pour le multijoueur, mais il n'a jamais autant encouragé une personnalisation individualiste. Le travail d'équipe est presque inexistant, alors même que le premier, le deuxième et même pré-sequel avaient une très bonne formule pour ça. C'est là quelque chose d'important qui s'est perdu dans le 3 déjà, et qui ne se retrouve pas non plus dans le 4. Borderlands ce n'est plus simplement du fun entre potes, c'est du grind jusqu'à plus soif pour avoir le meilleur équipement. Et c'est selon moi une des plus grosses pertes de la série, car si on s'y amuse beaucoup tout seul, le multijoueur a perdu une grande part de son intérêt. Un autre point qui va de pair avec la nouvelle direction de la série, c'est les interfaces. On a l'impression que chaque nouveau jeu, après pré-sequel, se fait la compétition du pire UI. Et sur ce point, le 4 gagne. Il a pris tout ce qu'il y avait de pire du 3 et de Wonderland, en empirant encore le phénomène. Dans un jeu à ce point orienté autour de l'équipement et de la construction de compositions spécifiques, c'est de plus en plus un problème. Si on veut changer de gameplay, il faut tout refaire du début à chaque fois, et noter son précédent build d'ailleurs. Les inventaires et les coffres souffrent d'un manque cruel d'options de tri et de navigation, et ce n'est pas les quelques icônes pour marquer les objets qui y changent quoi que ce soit. En plus de ça, la quantité d'emplacements dans le coffre personnel est liée au personnage et non pas au compte. Il n'est donc paradoxalement pas agréable du tout d'explorer la variété des options du jeu. Et maintenant, il est temps de parler du monde ouvert. Autant le dire directement, je n'ai pas du tout apprécié ce point du jeu. Il n'y a pas de vrai intérêt à l'explorer car il n'apporte rien par rapport à l'ancien format. Il se repose beaucoup trop sur des collectibles et des activables qui n'ont pas de réel intérêt. Dans ce Borderland, le monde est censé être ouvert, mais il n'a jamais autant été fermé. On trouve des murs invisibles partout, et ce même dans des endroits facilement atteignables en se déplaçant normalement en jeu. Il y a des zones immenses qu'on pense pouvoir explorer et qui ne sont que du décor vide pour donner l'impression que l'endroit est plus grand. Ironiquement, il n'est pas si rare que ça de trouver des détails invisibles derrière des murs inaccessibles dans les précédents opus, ce qui ne manque pas d'enfoncer encore plus la carte de ce jeu. À tous ces problèmes s'ajoute que les véhicules sont encore de moins en moins utiles. Leur puissance de feu est ridicule au point qu'elle en est optionnelle et leur variété toujours très faible. Ils ne sont au final là que pour accélérer les déplacements en attendant d'avoir les voyages rapides de notre destination. Je ne dis pas que c'était beaucoup mieux par le passé, mais c'est un constat final. Au cours de la série, les véhicules ont perdu progressivement tout intérêt et ce n'est jamais qu'un ultime clou planté dans leur cercueil. Et maintenant, on va pouvoir lâcher un peu le gameplay pour parler de l'écriture. Après le 2 et pré-sequel, c'était quelque chose qui faisait défaut à la série. Honnêtement, si l'humour ne tape plus aussi bien car il est resté lourd et un peu brouillon, le sérieux est effectivement de retour. Malheureusement, la narration souffre du même point faible que la plupart des jeux en monde ouvert qui sortent ces derniers temps. La nécessité de faire des récits qui peuvent se vivre dans le désordre donne au final un déroulé décousu qui limite grandement la continuité de la narration. Bien que la trame suit un fil rouge, elle se divise en petites capsules indépendantes qui n'avancent que leur bout d'histoire sans possibilité de s'appuyer sur ce qui s'est déjà passé. Alors les événements sont automatiquement édulcorés parce qu'on n'a pas le temps de faire du drame. Si cet épisode réussit selon moi plutôt bien l'exercice en arrivant à rendre chaque capsule intéressante, notamment grâce au développement de ses personnages qui est plutôt sympathique, pour autant, le tout manque d'impact, de continuité et d'une vraie construction de la tension. Et ça se comprend, il est impossible de créer de l'urgence pour le joueur quand il peut faire la même quête principale au début ou à la fin de son aventure. Et si c'est un peu mieux à la fin, quand les 3 zones principales sont conclues et qu'on arrive au rush final, ça arrive malheureusement un peu trop tard et dans une section trop courte. Et c'est vraiment dommage parce que l'antagoniste de ce jeu n'avait pas l'air si mal. La séquence de départ vend beaucoup de rêves avec une arrivée sur Kéros spectaculaire. Et c'est probablement le meilleur départ de toute la série. Et comme cette séquence représente une bonne partie de la narration qui a été proposée à la presse, même sans remettre en cause leur intéressement, et ça m'étonne pas qu'ils aient pu dire que c'était le meilleur départ de Borderlands de tout épisode confondu. En plus, le gardien du temps est présenté comme un leader froid et calculateur, face auquel toute résistance est vaine. Son introduction donne vraiment envie de voir où va aller son développement. Mais malheureusement, aussitôt après, tout se divise pour le monde ouvert. Et à partir de là, il devient presque un personnage secondaire. On parle plus de ses généraux, tandis qu'il n'a presque qu'une place de figuration dans le récit direct. Et c'est à mes yeux un assez gros gâchis, car contrairement au frère Calypso, j'avais vraiment envie de m'intéresser à lui. L'empilage de tout ça à la fin de l'histoire lui donne un goût d'inachevé. Dans ces derniers instants, le gardien du temps nous balance des informations à la tête qu'on n'a pas vraiment l'occasion de digérer, parce que tout le plot de ce 4e épisode se concentre dans sa fin plus qu'autre chose, et ça donne l'impression qu'on a passé 30 heures à écouter du vent. C'est vraiment frustrant, et ça vient cacher une histoire pourtant pas si mal écrite. En tout cas, si la partie générale de l'histoire était un peu en demi-teinte, je dois admettre par contre que je suis très agréablement surpris de l'utilisation des anciens personnages. Les nouveaux sont un peu plats et parfois avec une écriture qui ne fait aucun sens avec leur background.
Sans trop spoiler, je peux par exemple citer Zadra, dont la fin n'a aucun sens avec son histoire vis-à-vis de la technologie du gardien du temps. Par contre, le relief des anciens personnages intégrés dans le récit est vraiment bon. Après le 3, qui nous avait donné une bouillie de fanservice ignoble, ça fait beaucoup de bien de voir que cette fois, c'est fait avec beaucoup plus de soin. Une poignée de personnages sont utilisés et ils ont un développement digne de ce nom, qui se fait en parallèle des nouvelles têtes. Les anciens chasseurs de l'arche présents ont des échanges géniaux, qui montrent bien que ce sont des frères d'armes intégrés dans le groupe des Pierres Écarlates. En bref, c'est un aspect bien plus maîtrisé que dans le 3. Et maintenant qu'on a pu parler de l'histoire, je ne pouvais pas finir ma description du 4 sans faire une aparté sur sa sortie. Voyez ça comme une capsule qui englobe ce qui a entouré le début de la vie de Borderlands 4, en espérant que ce que je dis vieillit très mal, ou en tout cas au moins ce qui peut vieillir. En premier lieu, je vais faire un reproche qui ne s'applique pas juste à ce jeu, mais plutôt à une grande partie des AAA récents. Je ne peux pas l'ignorer, parce qu'on doit continuer d'en parler et ne jamais le banaliser. C'est toujours inadmissible que des jeux sortent aussi mal finis. Si ça va déjà beaucoup mieux maintenant, le jeu est sorti dans un état déplorable en ce qui concerne l'optimisation. Imaginez que Day One, même le PC le plus cher que l'argent pouvait acheter, ne permettait pas de faire tourner le jeu à 60 images par seconde constante. C'est un tel carnage que la version Switch annoncée pourtant plusieurs fois risque de ne jamais sortir. Et pas sans raison, car autant sur PC que sur les autres consoles, le jeu a vraiment du mal. Et si c'était déjà très énervant, pour ne rien y arranger, Randy Pitchford, CEO de Gearbox, n'a pas cessé de tweeter à ce sujet. Il a réussi à se montrer tellement énervant que même les plus gros fans de la licence se sont obligés de lui dire de se taire à plusieurs reprises, car chacune de ses prises de parole était une opportunité de plus d'avoir envie de les triper. Et vous savez quoi? On va citer des exemples. Face aux plaintes des joueurs à propos de la stabilité du jeu, il répond: chaque joueur PC devrait accepter la réalité de la relation entre leur matériel et ce que fait le logiciel. Comprenez? C'est vous le problème, pas nous. Vous avez juste un mauvais PC. Ce qui est quand même assez cocasse, puisque personne n'avait à ce moment un PC assez puissant pour un 60 FPS constant, pas même des configs à plus de 10 000 €. Et on parle quand même d'une époque où le standard PC c'est pas 60, mais 144 et plus images par seconde. On peut aussi continuer avec celle-ci. Unreal Engine 5 est le moteur de Borderlands 4, et il n'y a rien qui peut le changer maintenant. Après quoi il enchaîne sur la nécessité de la compilation des shaders, qui est également une grosse issue de performance, qui en plus d'être systématique, ont grandement participé à l'expérience dégradée des joueurs. Malheureusement, je pense que c'est devenu tellement classique de voir des studios sortir des jeux mal optimisés sur Unreal Engine 5 que maintenant tout le monde associe ça à un défaut du moteur uniquement. Et ce n'est pourtant pas le cas. Si moi le premier je suis à bout de voir ce moteur partout, on ne peut pas dire que l'innovation et l'optimisation dessus est impossible. La similarité graphique et les soucis de performance des jeux récents n'est pas symptomatique de leur moteur, mais de l'industrie derrière chacune de ces sorties. Dans la course à votre attention, les plus gros studios de cette planète font une course au plus beau et au plus à jour, sans se soucier de votre expérience. Pourtant, si on regarde bien, des jeux sous Unreal Engine qui tournent bien, ça existe. Pour n'en citer que deux, Fortnite et FA Rush sont de très bons exemples. Ils ont une direction artistique reconnaissable, et même plutôt unique, et ne font pas exploser vos machines. Tim Sweeney, CEO de Epic, a donné une réponse que je trouve intéressante. Durant le Unreal Fest à Séoul en 2025, il dit dans les grandes lignes: la faute ne revient pas au moteur mais aux développeurs. Prioriser le développement pour le matériel top tier et laisser l'optimisation des spécifications les plus modestes à la fin du développement est ce qui a donné les plus gros problèmes que l'on voit actuellement. Pour reparler de Fortnite, n'oubliez jamais que si on vous dit que les soucis de performance viennent des dernières mises à jour du moteur, c'est ce jeu qui est l'étendard du dit moteur, et il intègre généralement ses fonctionnalités des mois avant tous les autres jeux de l'industrie. Quand tout le monde disait que Nanite rendait vos jeux injouables, Fortnite l'intégrait sans le moindre problème. Je ne dis pas que les développeurs derrière vos jeux sont nuls, mais c'est rageant de voir des CEO des plus gros studios de la planète jeter la faute sur le moteur qu'ils ont choisi. C'est le manque de temps laissé aux développeurs pour s'adapter aux nouvelles technologies et corriger les bugs qui est le cœur du problème. Ceci étant dit, il est temps de conclure. Alors où en est Borderlands aujourd'hui? La réponse à ce sujet est que la série est morte et enterrée. Avant de vous jeter à vos claviers et encenser mon affirmation, ou à l'inverse m'incendier, permettez-moi de nuancer. Borderlands est bien mort si on se base sur le passé, mais c'est pour devenir autre chose. Mais il n'est pas plus mauvais non plus. Il est différent et il représente une évolution logique qui a commencé avec le 3, s'est confirmé avec Tiny Tina's Wonderland et s'affirme définitivement aujourd'hui avec ce 4e épisode. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il est entré dans un nouvel arc de son histoire et qu'il n'y aura pas de retour en arrière. La formule va continuer de s'affiner et de s'améliorer, mais on ne reviendra pas aux deux. Alors si ce changement vous déplaît, c'est qu'il est temps pour vous de lâcher prise et de laisser derrière vous la série. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est un constat. Moi-même, je suis incertain de ma relation future avec Borderlands. C'est l'une de mes séries favorites, mais cette direction me laisse encore perplexe. Il est d'ailleurs peu probable que j'achète les jeux suivants, mais ça aura quand même été une belle aventure. Cette vidéo n'est pas le tribunal de Borderlands, c'est une ultime lettre d'amour. Peut-être qu'après ça, je passerai à autre chose et je n'en parlerai plus jamais. Mais en tout cas, je n'oublierai jamais le temps passé à tirer sur les bandits de Pandore. C'était encore une fois le Spatiocorn, merci de m'avoir écouté.